Bienvenue dans cette émission, mesdames et messieurs. Ça fait un bout de temps que vous êtes en train de suivre sur les antennes des Géopolis Télévision différentes interventions autour de l'indépendance économique de la RDC. Alors aujourd'hui, toujours dans le même ordre d'idées, nous sommes venus pour vous parler des 10 thématiques très capitales. Alors nous allons commencer premièrement par vous parler de la question liée à la sous-traitance en République démocratique du Congo, et aussi nous allons toucher pour le deuxième sujet la question liée à l'économie informelle. Alors pour ces échanges dans ces plateaux, je reçois pour vous Edouard Funda, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Enoch Issei, merci pour cette invitation parce qu'il s'agit de l'indépendance de notre pays. Il faudrait qu'on en parle, qu'on mette les points. Nous sommes un média économique, nous sommes aussi de jeunesse économique bien sûr. Il faudrait qu'on donne un point de vue, 62 ans après l'indépendance politique de la RDC, qu'en est-il de l'indépendance économique? Alors Edouard Funda n'est plus à présenter, c'est un habitué de vos postes téléviseurs, c'est un journaliste, analyste politique, économique aussi. Alors monsieur Edouard Funda, puisque nous parlons de l'indépendance de la RDC, c'est d'ailleurs la première question avant que nous puissions entrer dans le vif de notre sujet. Alors dites-nous, est-ce que les gens disent aujourd'hui que la RDC a obtenu l'indépendance politique mais pas l'indépendance économique? Vous étant qu'expert en cette matière, est-ce que cela peut être avéré? Merci Enoch Issei une fois de plus pour cette question qui est très pertinente. Il faudrait qu'on éclaire l'opinion. L'indépendance dont avait besoin la République démocratique du Congo, c'est l'indépendance politique, nous l'avons obtenue. On ne devrait pas avoir une indépendance économique quelque part parce que l'économie, c'est l'ensemble de toute activité organisée du point de vue politique qui s'avère de la production, la distribution et la consommation. C'est au niveau interne que nous devions l'organiser, ce n'est pas de quelqu'un de notre pays que nous devions obtenir. En plus de cela, il faudrait que les gens comprennent qu'aujourd'hui, aucun pays du monde est totalement indépendant économiquement parce qu'il y a des accords internationaux, il y a des marchés d'échange. Aujourd'hui, nous aurons la ZECAF, la zone de libre-échange continental africain, qui fera que nous soyons en interaction avec d'autres pays du monde pour essayer de remonter l'économie. Alors, pour ceux qui pensent que la République démocratique du Congo a obtenu l'indépendance politique mais pas économique, moi je dis non, nous avons déjà obtenu notre indépendance politique et c'est ce dont nous avions besoin. Au niveau interne, c'est nous qui devions organiser nous-mêmes notre propre économie parce que chaque pays se développe avec ses propres ressources. Mais M. Edouard, lorsque vous dites que la RDC a déjà acquis son indépendance économique comme politique, mais je dirais que, est-ce que vous avez suivi les discours du chef de l'État, ces 30 jours à la nation, qui a dit que la RDC doit prendre de l'envol économique, doit prendre son indépendance économique en d'autres termes? Que dites-vous par rapport à cela? Oui, tout le monde peut comprendre que je ne dis pas le contraire du chef de l'État. Le chef de l'État, en disant ça, il fait allusion aux efforts que nous devions conjuguer ensemble pour remonter notre propre économie. Et donc ici, vous et moi, nous sommes tous journalistes, nous savons à quel niveau la politique organise toute la vie du pays. Donc dans tous les secteurs, dans tous les domaines, c'est la politique qui l'organise. Même le ministre de l'économie est nommé politiquement. Alors, moi, je ne vois pas une indépendance que nous devions obtenir de l'extérieur. Il faut comprendre dans les paroles du chef de l'État que les Congolais devraient ensemble se mettre ensemble pour essayer de remonter un peu l'économie du pays, donc, travailler. En d'autres termes, c'est question de travail. Oui, c'est le travail interne. C'est le travail interne. L'indépendance économique, c'est au niveau interne. C'est pas au niveau de l'extérieur. Nous n'allons plus nous mettre autour d'une table avec la Belgique pour demander l'indépendance économique. Non, nous avons la gestion de notre pays. Nous avions été gérés avant l'indépendance, donc le 30 juin 1960, par la Belgique. Mais après ça, nous avons le contrôle de notre pays. C'est le président de la République aujourd'hui, Félix-Antoine Tshisekedi de Tshilombo, qui est un Congolais de père et de mère, qui gère ce pays. Et c'est lui qui a nommé les ministres qui sont aussi congolais. C'est au niveau interne, ensemble avec toutes les couches de la population, nous devions nous organiser pour remonter l'économie du pays et obtenir cette interdépendance. Parce que pourquoi je ne voudrais pas mettre en exergue l'indépendance totale économique, parce que nous sommes en interaction avec d'autres pays. Vous savez, l'économie, c'est la production, la distribution et la consommation. Tout ce que nous produisons, ce n'est pas nous seulement qui allons nous allons les distribuer, bien sûr, mais ce n'est pas nous seulement qui allons les consommer. Nos produits peuvent être consommés ailleurs. Ça veut dire que nous sommes aussi en relation avec d'autres pays, avec d'autres continents. Ça veut dire quoi? Nous sommes tous dans l'ensemble, même les États-Unis d'Amérique, tous les pays, même la Chine qui monte aujourd'hui en puissance économiquement. Mais la première revient d'abord à la RDC au niveau interne. Oui, au niveau interne, c'est le travail.
travail. Okay. Au niveau interne sur le travail, quand il parle de l'indépendance économique, il faudrait que nous mettions au niveau de remonter notre économie, ne pas appartenir ou bien dépendre totalement de tout ce qui est de l'extérieur, comme aujourd'hui, manger l'impôt de l'extérieur. Non, le président de la République veut, dans son discours, il veut dire que nous devions tous ici au niveau interne travailler pour obtenir tout ce que nous pouvons à partir d'ici avec nos propres ressources. Vous savez que la République démocratique du Congo, c'est un pays béni. Okay. Nous avons toutes les potentialités, nous avons des ressources minières, nous avons tout, nous avons des terres arables, nous avons tout ce que nous pouvons. Alors le président de la République, en disant ça, il nous demande tous ensemble de travailler dur pour remonter notre économie. Il ne nous dit pas, il faudrait que les gens comprennent ça, le président ne nous dit pas que nous devions encore nous asseoir autour d'une table avec la Belgique qui nous a colonisés hier, plutôt pour obtenir cette indépendance économique. Merci beaucoup. Je pense bien que ceux qui nous suivent ont compris vraiment votre idée et votre point de vue par rapport à cette thématique. Mais alors ça, ce n'était pas vraiment la base de notre thématique d'aujourd'hui. Nous avons deux sujets que nous allons discuter. Je rappelle à ceux qui viennent de nous rejoindre à peine que nous allons discuter de deux thématiques. Mais tout d'abord, nous allons commencer par la thématique, allais-je dire, liée à la question de la sous-traitance en République démocratique du Congo. Bien sûr, nous parlons de l'après-indépendance, c'est-à-dire de 1960 jusqu'à maintenant. Alors, avant de pouvoir entrer dans cette thématique, je prie que nous puissions suivre cet élément et nous allons nous retrouver juste après. Nous devons être fiers et sortir, crier tout haut, divaguer, pourquoi pas s'amuser. La différence, c'est vraiment makasi, personne et bien là va toucher pendant. Il y a une différence parce que ce total est bien à l'époque, ma bloc est arrêté. Tant que papa n'a pas fait les pandas, on a. Il y a une grande différence par rapport à papa. Les Alara fait l'indépendance peut-être de faire. Il y a un autre, il y a Messieurs et dames, vous êtes en train de suivre ces débats, cet échange d'ailleurs autour de l'indépendance économique de la RDC. Alors comme nous l'avions annoncé au début de cette émission, nous allons commencer par traiter la thématique liée à la question de la sous-traitance en République démocratique du Congo. D'entre des jeux, M. Edouard Funda, dites-nous quel est l'état de lieu de la sous-traitance en RDC. Merci Enoch ici une fois de plus pour la parole, parce que la sous-traitance c'est quelque chose qui va faire la promotion, qui fait la promotion de l'entrepreneuriat de petites et moyennes entreprises congolaises et qui milite aussi pour la main d'œuvre congolaise, donc qui met tout au profit des Congolais dans notre pays. Alors l'état de lieu aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a une loi qui existe. Il y a une loi qui existe, c'est la loi numéro 17-001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé, qui est la RESPE, dirigée par le directeur Ahmed Kalesh Kand, qui aujourd'hui se bat jour et nuit pour essayer un peu de stabiliser et faire appliquer cette loi dans son intégralité. Cette loi existe dans notre pays et tout le monde, tous les étrangers, tous ceux qui peuvent venir dans ces secteurs-là sont bien assis sur une loi qui est aussi gérée par des bonnes personnes ou bien par des gens qui ont la compétence de le gérer parce qu'ils font déjà la promotion de la loi. Donc la sous-traitance dans notre pays essaie d'évoluer malgré des problèmes qu'il y a toujours, parce qu'il y a certains qui n'adhèrent pas. Le directeur général l'a dit la fois passée à Pullman-Lontel à l'occasion du forum sur les transports. Le transport, il en a parlé, il a dit qu'il y a certaines entreprises ou bien certaines personnes qui ont du mal à intégrer ou à s'approprier de la loi sur la sous-traitance, mais il y a des efforts qui sont en train d'être fournis pour essayer un peu de stabiliser le secteur et enlever tout ce qui amène la saturation dans le secteur. Mais sinon, le secteur de la sous-traitance dans notre pays évolue un tout petit peu, parce que vous savez que je ne dirais pas que c'est totalement réussi. Il y a des problèmes, je viens de les évoquer ici, mais il y a quand même une loi qui existe, parce que tout pays évolue avec la loi. La sous-traitance est là, elle est gérée aussi de manière administrative que juridique. Il y a la loi qui existe et il y a des gens qui viennent intégrer pour essayer un peu de régler ces secteurs. Monsieur Edouard, puisque vous dites que la loi existe, la loi existe certainement sur le terrain comme au niveau administratif aussi. Alors dites-nous un peu, aujourd'hui si nous parlons de la loi de la sous-traitance, vous le savez, le législateur dans son idée c'était de promouvoir
promouvoir aussi l'emploi des Congolais, essayer aussi d'accroître le revenu fiscaux. D'autres objectifs poursuivis par le législateur, c'était aussi promouvoir l'expertise congolaise. Alors dites-nous, est-ce que ces trois éléments aujourd'hui sont déjà réunis? C'est déjà un acquis pour la RDC? Je viens de le dire tantôt, dans la loi, dans la loi il y a des sanctions. Il faudrait que les gens comprennent. Je viens de le dire, tous les éléments sont réunis. Le législateur a été très expressif. Il a mis ensemble tous les éléments pouvant réguler les secteurs. Ma question, c'est de savoir, je vais un peu les reformuler, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire qu'il y a la promotion de l'emploi des Congolais qui a quand même pris de l'essor? Est-ce qu'aujourd'hui l'accroissement des revenus fiscaux est quand même en train d'être observé en RDC, mais aussi l'expertise congolaise? Est-ce que ces trois domaines-là précités, est-ce que c'est déjà vécu? Nous les sentons, c'est palpable aujourd'hui aux yeux de tous? Non, mais il ne faudrait pas que je chante les gens ici ou bien que je dise que c'est déjà très palpable. Non, mais il y a des avancées. Il y a certainement des avancées. Pourquoi? Parce que la loi est en train d'être appliquée. Il y a des gens qui adhèrent à la loi. Il y a des Congolais parce que ce domaine est réservé exclusivement aux entreprises à capitaux congolais. Okay. Alors, il y a des Congolais déjà qui ont des initiatives de la création des entreprises ou bien qui ont déjà créé les entreprises de la sous-traitance, qui ont régulièrement rempli des formalités de création de l'entreprise. Ça veut dire qu'ils se sont enregistrés à l'ARSP. Ça veut dire qu'il y a quand même une évolution. Pourquoi? Parce que les gens comprennent aujourd'hui qu'il faut travailler dans la formalité au lieu d'aller dans l'informel. Ils s'en vont, ils s'enregistrent, ils travaillent et les gens donnent les Congolais reçoivent de l'emploi à partir de la sous-traitance parce que quelqu'un avant, c'était un étranger pouvait venir avec son entreprise ici, il engage ses propres frais comme il veut, mais aujourd'hui ça ne passera pas. Lorsque vous venez et que vous avez une entreprise, vous souscrivez avec une entreprise de sous-traitance qui est légalement reconnu par la loi, donc qui a rempli toutes les formalités et les Congolais sont en train de travailler. Vous voyez dans des supermarchés des Indiens, dans tout ça, il y a une main-d'œuvre. Oui, voilà, il y a une main-d'œuvre congolaise dans tout ce qu'il y a dans de l'emploi des expatriés ou bien tout le monde qui veut une entreprise de la sous-traitance dans son entreprise, dans une activité ou dans un secteur. Il y a des Congolais qui y travaillent, donc la régulation est là, comme je vous ai dit, ça ne sera pas brusque, ça ne viendra pas du coup, mais il y a un travail qui est fait et il y a quelques avancées. Alors, il y a quelques avancées, comme vous le dites. Là, vous venez d'épingler, si je peux bien le dire, quelques points positifs de cette loi qui existe déjà depuis 2017, qui a été promulguée en février. Alors, dites-nous, comme toute loi, il y a aussi des côtés qu'on appelle côté fort d'une loi. Et il y a aussi des faiblesses aussi. Il y a des côtés faibles aussi. Côté faiblesse, pardon, allais-je dire. Alors, dites-nous, est-ce qu'il y a quelles sont en fait les faiblesses et les menaces, si je peux même ajouter, qui rencontrent cette loi de la sous-traitance ici en RDC? Oui, je l'ai dit, Enoch, je l'ai dit tantôt, je disais, il y a des hésitations de la part de certaines personnes qui ne veulent pas s'approprier de la loi. Donc, ils veulent travailler dans l'informel jusqu'à présent. Ils essaient un peu de négocier avec des gens qui ont des entreprises, qui les recrutent de manière clandestine, certaines personnes, certains Congolais, pour qu'ils traitent de sa manière. Qui sont en train d'œuvrer. Mais l'appel du directeur général de l'ARSP, Ahmed Kalejkand, était simple. Il a dit que tous ceux qui œuvrent dans la clandestinité viennent, sinon il y a les amendes qui sont prévues, ça sera de 50 millions. Mais monsieur Edouard, ces amendes-là, lorsque nous parlons des amendes, mais est-ce que sur le terrain, qui peut faire ces suivis? Parce qu'aujourd'hui, là, si vous faites le tour de la RDC, pas même de la RDC, pendant de Kinshasa, il y a beaucoup d'activités qui s'exercent dans le formel et dont les propriétaires sont des étrangers, donc ce sont des entreprises à capitaux étrangers, mais qui se camouflent en fait au travers des Congolais, présentent des Congolais. Mais dites-nous, qui sont ceux-là qui doivent faire les suivis sur le terrain? Parce que Kalej ne doit pas descendre, le DG Kalej ne doit pas descendre sur les terrains pour aller faire ces suivis. Qui sont ceux-là qui doivent faire ces suivis? Parce que ça n'existe pas. D'ailleurs, la loi Enoch, vous avez raison. Nous avons beaucoup de choses à faire dans ce pays, surtout en ce qui concerne le contrôle. Mais la loi promulguée par le président de la République et votée à l'Assemblée nationale dit clairement dans sa partie du contrôle que l'autorité nationale, provinciale, locale compétente, chacune en ce qui les concerne, est chargée du contrôle de la sous-traitance dans des entreprises, dans des entreprises de la sous-traitance. Donc, chacun, que ce soit au niveau local, les autorités compétentes, chacun dans ce qui le concerne, est chargé de contrôler
est chargé de contrôler. Je sais que le travail est dur. Vous connaissez notre niveau en termes de la rigueur n'est pas aussi haut que les autres. Quand vous avez, dès lors que vous avez des responsabilités du contrôle comme ça, vous vous affiliez aussi dans certaines personnes. Mais je sais que le travail sera bientôt, je ne dirais pas, je ne promets rien, mais au fur et à mesure que la loi est en train d'être appliquée, d'être promulguée et plutôt appliquée, les gens prendront connaissance de la loi et les gens viendront d'eux-mêmes s'enregistrer à l'ARSP pour qu'il y ait un contrôle efficace et pour qu'il y ait évolution de notre pays. Je voudrais par là rejoindre mon idée à une phrase que vous venez de donner il n'y a pas longtemps là du président de la République, que tout le monde devait se mettre en œuvre pour remonter l'économie. C'est aussi ça la responsabilité du Congolais. Il faudrait qu'ensemble, partout où tu te retrouves, lorsque tu as des responsabilités, il faut le faire en toute foi et de manière légale. De bonne foi d'abord. De bonne foi, pourquoi? Parce que tout ce que nous allons plus recevoir comme des taxes, des amendes, ira à la caisse de l'État. Et là, nous n'allons plus accuser les étrangers de ne n'avoir pas donné l'indépendance économique. L'indépendance économique, comme je le disais, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes, au niveau interne, ici, nous devons travailler. Ça requiert le respect, ça requiert aussi la bonne moralité, ça requiert aussi la bonne volonté, le patriotisme. Et dans tout ça, il faudrait que les gens et les Congolais prennent conscience, qu'ils savent que partout où tu es, il faudrait tout travail de bonne foi, tout travail avec toute moralité et avec le patriotisme pour amener le peu qu'on peut amener dans la caisse de l'État au lieu de faire le passage et au lieu de travailler contre la République. Messieurs et dames, vous êtes en train de suivre cette émission qui tourne autour de la question économique, l'indépendance économique de la RDC dans ces plateaux. Je suis avec Edouard Funda qui est aussi journaliste, analyste économique comme dans plusieurs domaines aussi. Vous suivez comment est-ce qu'il est en train de parler. C'est aussi question de comment je peux dire de la conscience de tout le monde. Parce que lorsque vous exercez dans un domaine de manière illégale et vous retardez aussi le développement de notre pays. Et dès lors que vous entrez en complicité avec les étrangers qui viennent se cacher derrière vous, sachez que vous mettez aussi très bas notre économie. Et vous serez le premier. Ce sont déjà ces gens de personnes. Mais ces gens acceptent ces choses parce qu'il y a un montant là qu'on leur propose qui est un peu exorbitant. Et alors quand ils voient ça, ils disent que non, j'ai pas d'emploi, qu'est-ce que je vais faire? Je m'engage à ça. Les montants, oui, mais quand tu prends seul au détriment de toute la population. De toutes les façons, c'est nous. La sous-traitance, c'est notre domaine réservé à nous. Alors pourquoi ne pas œuvrer dans ce domaine, créer la main-d'œuvre et proposer aux entreprises extérieures pour que ensemble nous nous aidions, nous mettons la main-d'œuvre congolaise à profit pour que les gens essaient un peu de trouver de l'emploi, avoir un peu de quoi nourrir et un peu augmenter l'économie du pays. Parce que si vous acceptez en tant que Congolais de vous affilier derrière quelqu'un qui crée une entreprise de sous-traitance alors qu'il n'est pas congolais, et son entreprise n'a même pas l'adresse ici, c'est nous qui perdons, ce n'est pas seulement vous, parce que quand vous partez, vous laissez toute une génération ici derrière vous. Tout ce que vous allez avoir, vous n'allez pas... Votre bénéfice, c'est tout ce que vous allez avoir de toute une génération. Oui, votre bénéfice, c'est la perte de toute une génération, parce que tout ce que vous aurez aujourd'hui ne va pas profiter aux arrières aux futures générations. C'est impossible. Alors, organisons. Sacrifions-nous comme le monde va se sacrifier. Il a donné sa vie pour toute une république. Sacrifions-nous malgré la faim, malgré tout. Mais concentrons-nous, soyons sérieux, faisons le travail pour qu'on remonte l'économie du pays. Demain, nos enfants et nos petits-fils viendront bénéficier de tout ce que nous allons faire aujourd'hui. Edouard Funda, lorsque vous parlez de la sous-traitance en RDC, vous devez aussi savoir que Géopolis Télévision, vous êtes des Géopolis Télévision a pour son expertise le domaine minier. Et nous traitons beaucoup plus le secteur qui a trait avec hydrocarbures, bois et tout ça. Alors, les ressources naturelles. Aujourd'hui, ces problèmes de la sous-traitance, cette loi de la sous-traitance connaît beaucoup de difficultés dans son application, dans son applicabilité en fait dans les secteurs miniers. Dites-nous pourquoi c'est là, surtout dans les secteurs miniers qui semblent être les secteurs qui doivent beaucoup plus rapporter à la RDC. Merci Enoch, je l'ai dit tantôt, la loi existe mais elle n'est pas encore respectée dans sa totalité, même le DG lui-même s'est plaint, le DG de l'ARSP s'est plaint, il a dit qu'il y a des gens qui ne veulent pas adhérer, mais le secteur minier, Enoch, vous n'allez pas oublier que nous sommes en République démocratique du Congo, le pays où il y a le coltan, il y a le diamant, où tout le monde regarde avec un œil parfois colérique, les gens viennent, il y a beaucoup d'interférences dans ces secteurs-là.
Il y a beaucoup d'interférences, que ce soit politique et autres. Donc, je crois que ces problèmes se justifient à ce niveau-là. Il y a des mêmes mises de partout. Vous savez, même il y a des gens qui disent aujourd'hui que la sécurité de l'Est du pays, c'est par rapport à tout ce que nous pouvons avoir comme richesse. Vous savez que vous pouvez voir vous-même comment ce secteur est très sensible. Alors, mais je crois que ça ne sera pas à la fin. Ça ne sera pas aussi... ça ne va pas rester comme ça. Les législateurs ont mis la loi, il y a des amendes à payer pour toutes ces personnes qui vont aller à l'encontre de la loi. Il y a aussi la sensibilité, il y a aussi la promotion. Vous attendre parler, c'est comme si vous ne voulez pas vraiment blesser de ces côtés-là, parce que non, mais les côtés, vous réservez beaucoup. Non, mais la réalité c'est celle-là, et donc la réalité, il faudrait qu'on le dise. La réalité c'est celle-là. Il y a beaucoup d'interférences dans les secteurs miniers. Okay. Le secteur minier, c'est un secteur très sensible. Très sensible. Vous allez, moi, si ça ne vous étonne pas que nous ayons beaucoup de mines, mais nous produisons, mais nous ne transformons pas à partir d'ici. Vous savez les problèmes qu'on peut connaître 62 ans après l'indépendance, 62, déjà 60, l'âge normal de la retraite pour d'autres personnes dans certains pays. Après 60, on commence à bouffer ce qu'on a pu s'aimer. Mais chez nous, à 60, on essaie un peu de s'arranger jusqu'à présent. Ça veut dire qu'il y a un problème de ce point-là. Vous savez, la sécurité pose problème. C'est là où il y a les mines. Là où il y a les mines. Donc ne soyez pas étonnés qu'aujourd'hui la question des sous-traitants souffre un peu de ce côté-là. Pourquoi là, c'est un secteur très influent. Il y a beaucoup d'interférences sûrement. Mais les interférences politiques. Politiques à tous les niveaux. Il y a de l'interférence en quelque sorte. Mais je vous dis ici qu'à entendre parler le DG de l'ARSP, il a été clair parce qu'il a parlé non seulement du secteur des transports en ce qui concerne la sous-traitance, il a parlé de tous les secteurs. Il a dit il reste optimiste. Il reste optimiste que tout ira mieux et la loi sera appliquée dans sa totalité. Alors, donc les gens, il va obliger, parce que c'est une loi qui va obliger aux gens d'adhérer à la vision du président de la République et de la République, parce que c'est une loi votée à l'Assemblée nationale, promulguée par le président de la République. Les gens viendront, il est convaincu que les gens viendront, ils viendront adhérer à l'idée de la loi et vont s'enregistrer comme tout le monde. Merci, je crois qu'au futur, la loi ne posera pas problème. Merci, monsieur Edouard Funda. La dernière question par rapport à cette thématique, c'est que les problèmes liés à la régulation de ces secteurs, c'est-à-dire dans les domaines administratifs aussi posent problème pour avoir des documents. Hier, j'étais dans une conférence où un entrepreneur dit que, par exemple, au Rwanda, allais-je dire, pour créer une entreprise, par exemple, ça ne vous demande pas beaucoup en termes administratifs. Donc, c'est-à-dire que quand vous faites entrer électroniquement votre demande avec tous les documents possibles, après un jour, vous avez la réponse. Alors qu'ici, on est en DC, cela vraiment prend beaucoup de temps et beaucoup d'investisseurs, à cause du temps, fuient aussi et ils ne veulent pas venir. Donc, par rapport à cela, qu'est-ce que vous dites? Là, c'est maintenant au niveau interne. Qu'est-ce que l'ARSP fait pour que beaucoup de ces demandes puissent traîner? Et donc, dans ce que vous venez de dire, là, ce n'est pas seulement l'ARSP. Les gens, ça se raconte de partout. Ça n'est pas seulement la sous-traitance, mais je vous dis que du côté sous-traitance, quels sont les documents? Les documents sont clairs. Vous voyez, les documents sont clairs dans ce domaine-là. Il est très facile de passer à la RSP. Dans des conditions, c'est avoir un registre de commerce et du crédit immobilier, une identification nationale et un numéro impôt. Pour avoir tout ça, je crois que la RSP a mis en place aussi, si je n'appelle pas ça le panel, mais toute une entité ou bien tout un département de suivi, tout un département de suivi qui va faciliter tout ça pour qu'il y ait la création de la main-d'œuvre, qu'il y ait l'emploi qui sera octroyé à la population. Je ne crois pas qu'on ait une vision dans une loi qui vise à donner de l'emploi et qu'on ait des interférences ou bien des blocages au niveau interne. Je ne crois pas. Toute entreprise, il y a le contrôle au sein de l'entreprise. Il y a aussi ceux qui contrôlent toutes ces entreprises-là. Je crois que à suivre tout ce qui se passe à la RSP. Quand je dis ça, non, il faudrait que je précise. Oui, il faudrait préciser parce que nous sommes un média citoyen. Oui, non, Enoch en disant ça, je dis que nous sommes bien informés de tout ce qui se passe à la RSP parce que nous publions tout ce que la RSP fait comme activité. Donc je ne veux pas dire, non, je ne parle pas de critiques parce qu'il n'y a même pas de critiques. C'est un marché qui se construit. C'est un marché qui se construit. Merci. Les gens sont en train... Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Nous courons derrière les temps. Bien sûr. Mais j'ai une précision. Les gens sont en train de travailler. Le contrôle, oui, des problèmes, il y en a. Je les ai évoqués ici. Mais le travail est en train d'être fait.
Le travail est en train d'être fait à l'égir. Okay. Donc les gens sont en train d'œuvrer pour que tout ça soit mis de côté. Mais est-ce que les gens, ça se raconte aussi à la cité, tout le monde peut le dire. Est-ce que toutes ces personnes qui racontent ça ont déjà essayé d'aller avoir ces documents-là? On a vu le guichet unique se plaindre ici. On a dit pour une entreprise dans l'informel, il faut 30 000 francs seulement pour une année. Mais les gens disent à la cité c'est trop. Mais tout ce qu'ils payent dans l'illégalité dépasse 30 000 francs au courant de l'année. Donc il faut d'abord essayer, il faut se rendre au lieu d'entendre Louis dire, descendre sur le terrain, poser des questions, vous récoltez toutes les données et les éléments, ça va vous permettre de comprendre très bien le fonctionnement du pays. Merci monsieur Edouard Funda pour votre première intervention, allais-je dire, qui est vraiment tellement pertinente. Alors, mesdames et messieurs, nous allons vous prier de ne pas être pressés, de nous laisser déjà parce qu'il y a une deuxième thématique très capitale que nous allons traiter ici dans ces plateaux spéciaux. Alors, je vous prie de suivre d'abord cet élément, un expert qui s'exprime au sujet de la sous-traitance. Et après quoi, nous allons revenir dans ces plateaux pour notre deuxième thématique. Suivant. Pour remédier à la carence juridique et légale constatée dans la réglementation des activités de la sous-traitance dans le secteur privé en République démocratique du Congo, le législateur congolais a élaboré une loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé, laquelle loi a été promulguée en date du 8 février 2017. Cette loi a été publiée au journal officiel en date du 15 février 2017 et est entrée en vigueur à partir du 17 mars 2017. Cette loi, dans son article 31, prévoit qu'il y avait un moratoire qui a été accordé aux entreprises étrangères titulaires de contrats de sous-traitance pour se constituer en société de droit congolais en vue de mener à terme l'exécution des contrats qu'elles avaient avec les entreprises principales ici chez nous, dans le secteur de télécommunications, dans le mine, dans les hydrocarbures, dans le transport et que sais-je encore. En dehors de ce délai, et les entreprises de droit congolais ayant des contrats de sous-traitance devraient se conformer aux dispositions de la nouvelle loi. Alors, toutes les entreprises dépassées ces délais qui ne se conformeraient pas ou qui ne s'étaient pas conformées à cette exigence, étant donné que la loi prévoit que la sous-traitance ne peut être exécutée que par les entreprises congolaises à capitaux congolais promus par les Congolais, et une entreprise qui n'a pas un capital social congolais et qui n'est pas promue par les Congolais, qui exécutera un contrat de sous-traitance est exposée à une amende de 150 millions de francs congolais. À ce jour, la loi accuse beaucoup de failles parce que elle pose le principe selon lequel elle régit toutes les activités. Elle pose également des exceptions selon lesquelles les secteurs d'activité qui sont réglementés par des dispositions légales contraires ne sont pas concernés. Quels sont ces secteurs d'activité qui ne sont pas réglementés par la loi? Tous les secteurs sont réglementés. Ainsi, la loi pose un principe qui peut permettre à ce qu'elle s'applique, mais elle-même pose une dérogation qui empêche son application. Donc, nous pensons qu'il y a, premièrement, cette question de la culture légale de cette loi. Il faudrait que les gens entrent dans l'école d'apprentissage de cette loi. Mais également, il est impérieux que la loi soit révisée pour revoir justement certaines de ses faiblesses, notamment ses contradictions reprises au niveau de son champ d'application. Messieurs et dames, vous venez de suivre là notre première thématique. Nous avions parlé de la question liée à la sous-traitance, mais ne nous quittez pas parce qu'il y a encore une thématique très capitale que nous allons aborder maintenant là même avec notre invité Edouard. Monsieur Edouard, je m'en vais directement pour vous parler de la deuxième thématique. Nous allons parler de la question économique, l'économie informelle en RDC, c'est ça. Nous parlons de l'économie informelle en RDC. Nous sommes toujours dans notre délimitation du temps, c'est-à-dire de 1960 jusqu'à nos jours, donc juste après l'indépendance. Alors, monsieur Edouard, d'entrée de jeu,
l'économie informelle a déjà existé depuis très longtemps. Beaucoup de personnes pensent que l'économie informelle n'a vu le jour qu'assez depuis 2000 ou je ne sais pas moi quelle année. Ça existe depuis très longtemps. Il y a même des statistiques qui ont été données déjà en 1961. Il y avait plus de 20% des gens qui étaient dans l'économie. Non, 20% de l'économie formelle et puis plus de 70% de l'économie informelle qui existait déjà. Alors, vous, étant qu'expert, dites-nous un peu aujourd'hui, quand est-ce que cela a pris vraiment, j'ai pas comment dire, comment est-ce que cela s'est accentué en fait? Comment est-ce que cette économie informelle s'est accentuée en RDC? Pourquoi et comment? Merci Enoch. Je rappelle d'abord que je ne suis pas expert en économie, je ne suis qu'un journaliste économique. Okay. Je n'ai pas non plus fait licence économique, mais nous traitons des questions économiques, nous sommes dans une maison économique. Il faudrait que les gens sachent, pour qu'ils ne me prennent pas pour un expert en économie. C'est comme si j'ai encore des diplômes en économie. Tant que vous êtes dans une maison de presse qui traite des questions économiques, donc vous vous formez à être expert. Oui, bien sûr, mais c'est trop gros. C'est trop gros les mots, Enoch Issei. Je crois que c'est très important. C'est très important parce que les études le démontrent qu'à plus de 80%, les secteurs informels s'emploient dans notre pays. Et les secteurs informels aujourd'hui, quand vous me demandez pourquoi ça s'accentue, c'est parce que c'est une réponse que les gens donnent. Donc les gens essaient un peu de s'organiser de leur manière si déjà ils n'ont pas de moyens d'entrer dans les secteurs formels. Donc les secteurs formels emploient un nombre moins élevé de personnes. C'est pourquoi d'autres personnes s'octroient dans leurs propres activités qui n'est pas... Parce que quand on dit de l'économie informelle, c'est tout ce qui est hors règle économique. Okay. Hors règles fiscales, donc tout ce qui va à l'encontre de ce qui est prévu par la loi dans le domaine économique dans notre pays. Donc ils ne payent pas légalement leurs taxes et tout donc toutes ces catégories de personnes ou bien toutes ces catégories d'entreprises œuvrent dans l'illégalité. Donc ça a commencé depuis longtemps, ça n'a pas commencé aujourd'hui comme vous l'avez dit, c'est depuis l'époque coloniale quand il y a eu Mais les causes sont lesquelles? Les causes, c'est ce que j'ai dit, c'est une réponse au chômage aussi. C'est une réponse parce que l'économie formelle n'arrive pas à employer tout le monde. Okay. L'économie formelle n'arrive pas à employer tout le monde. Pourquoi les gens s'octroient à créer leurs propres entreprises, mais ils n'évoluent pas dans la légalité. Ils sont dans l'informel, donc dans l'illégalité. Parfois, lorsqu'ils extraient un peu de... quand ils travaillent, ils ne payent pas légalement leurs taxes. Donc, tout ce qu'ils peuvent payer ne va pas dans la caisse de l'État. C'est dans ce sens-là qu'on appelle l'économie informelle. Mais je voudrais une précision, Enoch Issei, une précision, que l'économie informelle de la République n'est pas totalement séparée de l'économie formelle. Pourquoi? Parce que les gens arrivent quand même à payer des taxes, mais des taxes qui parfois n'arrivent pas régulièrement, n'arrivent pas régulièrement à la caisse de l'État. Donc, qui n'arrivent même pas vite. Pourquoi? Parce que dans notre pays, il y a des taxes qui sont créées même au niveau local. Okay. Au niveau local, nous voyons ceux qui sont dans des cabines, chaque matin on leur dépose des papiers, ils payent de 200 francs, ils payent tout. Mais je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire pour remonter cette économie. J'ai toutes les propositions. Je crois que si vous me donnez l'occasion, je vais donner les propositions Vous en parlerez, mais monsieur Edouard, quand vous parlez des causes, ici vous avez beaucoup plus accusé la population, dire que c'est le peuple qui s'est dit être prêt à pouvoir exercer ces domaines-là dans l'informel, mais est-ce que ce n'est pas aussi un problème de l'État dans la mesure où l'État devait créer des entreprises pour que ces personnes qui travaillent dans l'informel, parce qu'aujourd'hui, à cause du chômage, beaucoup se lancent dans l'informel. C'est ça d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'emploi, je n'ai pas d'emploi, je ne sais pas où aller travailler, et alors je me dis que je dois commencer à vendre peut-être quelque chose au coin de mon avenue. Et donc, est-ce que ce n'est pas le problème de l'État aussi? L'État doit créer des entreprises pour que ces gens quittent de l'informel pour aller vers le formel. Je rappelle que je n'ai pas accusé la population, je l'ai dit clairement. C'est une réponse que la population se donne au manque d'emploi formel. Ça veut dire quoi? La population, voyant qu'elle n'est pas à mesure d'intégrer l'emploi formel, crée elle-même plutôt son emploi dans l'informel. Mais on ne va pas attribuer toute la responsabilité à l'État, non. Pourquoi? Parce que l'État a une façon de réguler les secteurs. Ça veut dire quoi? Les gens doivent se déplacer, aller aussi obtenir des documents qui leur mettent en conformité, en conformité avec les règles de loi. Ça veut dire quoi? La fois, il y a l'intervention d'un responsable de la DGI qui a dit il est étonné de voir que les gens ne vont pas au guichet unique,
Gus qui est ici, se mettre en règle avec la loi alors qu'ils ne peuvent payer que 30 000 francs pendant toute une année au lieu de gaspiller l'argent dans des taxes qui ne vont même pas à la caisse de l'État et ils se font détourner. Mais les gens sont contents de se faire détourner au lieu de venir s'offrir aux règles de l'État pour avoir au moins l'autorisation de travailler dans toute légalité et aussi aider l'État à avoir l'argent pour son fonctionnement. C'est ça le vrai problème. Donc je n'accuse pas la population, mais je vous dis que c'est une réponse qu'on donne au chômage, qu'on donne au manque de moyens d'arriver à l'emploi formel. Mais alors, Monsieur Edouard, il y a l'école marxiste qui définit ces concepts comme étant une petite production marchande, c'est-à-dire qui a pour rôle le métier en fait du développement du capitalisme. Comment est-ce que c'est là? Comment est-ce que la RDC peut parvenir à cela, à maintenir vraiment le développement du capitalisme alors que ces domaines n'est vraiment pas régulés? Et à mon humble avis, je me dis peut-être que l'État aussi ne fournit pas beaucoup d'efforts pour réguler ces secteurs. Mais c'est ça, c'est ce que je disais tantôt. S'il y a une part, il y a des responsabilités pour notre État, il y a aussi une part des responsabilités pour la population. Après tout ce que je viens de dire ici, pour dire que non, il y a un problème. On crée les entreprises, bien sûr, l'État peut créer des entreprises, mais les entreprises ne donnent pas aujourd'hui, en ce moment, parce que nous devions nous pencher dans la réalité. Aujourd'hui, l'État ne donne pas la possibilité à tout le monde de travailler. Donc, ceux qui ont la chance d'entrer dans le formel, ils sont, mais ceux qui n'ont pas eu cette chance-là, se sont lancés dans l'informel. Alors, pour arriver à extraire des recettes, il y a deux responsabilités de la même manière. Il faudrait que l'État travaille pour amener toutes ces personnes dans la formalité. Il faudrait que ceux aussi qui sont dans l'informel prennent conscience qu'ils viennent d'eux-mêmes, ou bien qu'ils viennent par rapport à la force de la loi qui sera appliquée, qu'ils viennent dans le formel. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que lorsqu'on a une petite entreprise, qu'on est exclu des taxes. Non. Okay. Lorsqu'on a une petite entreprise, parce que nous exerçons dans un pays, et un pays doit fonctionner, parce que nous réclamons beaucoup à l'État. Mais nous ne nous posons pas la question, c'est ce que nous faisons alors que nous sommes en train de détourner notre État. Vous voyez? La part de la population est aussi à ce niveau-là. Il faudrait une prise de conscience. Il faudrait que les gens comprennent que le pays doit fonctionner. Il faudrait que les gens comprennent que nous avons des lois, nous avons des instances de régulation de chaque secteur. Il faudrait que les gens viennent obtenir les documents légaux qui attestent leur fonctionnement dans notre pays. Il ne faut pas seulement dire à l'État il est responsable. Non, l'État a des lois et a des structures bien assises pour recevoir toutes les personnes, donner l'autorisation et extraire tous les moyens de son fonctionnement. Merci, Monsieur Edouard. Vous voulez ajouter quelque chose rapidement parce que nous ajoutons. Oui, voilà. Dans tout ça, je voudrais proposer. Oui, c'est ça d'ailleurs ma dernière question. Il y a certaines propositions, il faudrait appliquer. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que nous puissions y parvenir? Voilà, j'ai énuméré quelques propositions ici. Appliquer au secteur informel une législation révisée à la baisse concernant le paiement de certaines obligations administratives. Ça veut dire quoi? Revoir aussi les coûts à payer pour être en ordre avec l'État. Parce que les gens se plaignent, non, moi je n'ai pas un capital aussi élevé pour que j'aille encore donner mon argent à l'État, pour que j'obtienne tous les documents. Je préfère donner les 200 francs à la rue à certaines personnes dues au tracasseries, toute autre forme de taxes perçues illégalement sur le sol congolais. Au lieu de venir, il faudrait peut-être aussi revoir, j'ai dit ce sont des propositions, revoir tout ce qui a obligation administrative. Il faut aussi une conversion des mentalités. Je l'ai évoqué tantôt, il faudrait que le peuple congolais prenne conscience de ce qui se passe, il pense aussi, le peuple pense aussi au fonctionnement de notre pays, qu'il pense aussi aux études des futures générations, qu'il pense au bien-être des futures générations, qu'ils viennent s'enregistrer, qu'ils se mettent en légalité avec l'État pour qu'on essaye tous ensemble de contribuer au fonctionnement de l'État. Il y a aussi repenser la politique économique de notre pays, repenser dans toutes ses formes, que ce soit dans ce que j'ai évoqué tantôt ici ou plus tôt, et dans tout ce qui pourra venir après. Il faudrait que l'État prenne sa place dans tout ce qu'il y a de l'informel, dans l'informel. Il faudrait qu'il mette en place toute une structure, toute une bonne politique pour faire fonctionner toutes ces histoires-là. Il faut aussi une réorganisation et une gestion rationnelle du système financier formel congolais. Donc il faut une rationalité dans l'organisation. Les gens fuient parce qu'il y a beaucoup de tracasseries, vous l'avez évoqué. Ce n'est pas seulement pour les étrangers. Même nous, les nationaux. Même pour les entreprises congolais. Oui, même les rencontrent beaucoup de problèmes. Des problèmes de rétrocommission, des problèmes des
des avantages, non, viens chez moi, il y a même des faux documents qui sont octroyés. Tout ça, ça ne va pas au profit de l'État. Il y a aussi un encouragement, non, n'oublions pas tout ça. Oui. Il y a aussi un encouragement au secteur et un soutien à l'initiative privée. Il faudrait que l'État se mette à soutenir aussi l'initiative privée. Pourquoi? Parce que ça encourage les jeunes à entreprendre, ça encourage les jeunes. Le soutien de l'État, ce n'est pas seulement financier. Ça peut être aussi les exonérations, peut-être autres avantages, des facilités d'obtention des documents de création d'entreprise. Il faudrait que l'État se mette à la place de ceux qui créent pour que demain, notre économie soit très forte et très précise. Merci beaucoup, M. Edouard. Pour parvenir à l'indépendance économique de la RDC, c'est question de conscience de tout un chacun, et de la part de l'État et de la part de la population que nous sommes. Alors, mesdames et messieurs, vous avez suivi cette émission. C'était un plateau spécial. Je pense bien que vous n'avez pas été agacés dans cette émission. On a parlé des choses tellement importantes qui touchent même les domaines de l'emploi en République démocratique du Congo. Alors, je m'en vais à vous remercier, Edouard Funda, pour votre présence dans ces plateaux et pour avoir répondu positivement à notre invitation. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous font confiance, qui font confiance à Géopolis, qui savent qu'avant de recevoir une information économique, il faut passer par Géopolis, qui est dans les profondeurs de l'économie africaine. Merci beaucoup, Géopolis, dans les profondeurs de l'économie africaine. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette émission. Je pense bien que demain, vous allez retrouver encore une autre équipe avec Franck Jojo Moulamba, toujours dans le même ordre d'idées. Quant à nous, nous vous disons au revoir. Merci.